Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Questions Patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes encore et toujours dans l'actualité. Nous allons beaucoup parler de quelqu'un avec qui nous sommes en concurrence directe pour une raison simple, c'est qu'il est en train de s'exprimer à cette heure même à la tribune de l'ONU aux États-Unis, tandis que nous sommes à Paris pour nous intéresser à notre sujet du jour, un brin bien provocateur. Ces placements immobiliers qui échappent à la réforme Macron. Voilà. Emmanuel Macron lui va faire un discours. Nous, on va faire, comme d'habitude, Georges Delataille, un échange totalement interactif. Exactement. Je ne sais pas ce que le président va raconter, mais en tout cas, nous allons apporter des vraies réponses à des vraies questions. Comme d'habitude, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans la zone sous la vidéo, alors n'hésitez pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un des piliers du plateau. Bonjour Joachim. Bonjour. Joachim Hazan, président de Novaxia, l'inventeur d'un nouveau métier, le capital développement immobilier, avec une actualité très riche et en plus un anniversaire, parce que Joachim a fêté ses 10 ans, enfin Novaxia a fêté ses 10 ans la semaine dernière, et donc j'avais même rapporté la brique anniversaire sur le plateau. Bien, comme d'habitude, comme dans les grands restaurants, je vous donne le menu de ce chat vidéo. On commencera par, répondre à la question un peu provocatrice. Immobilier est-il égal à immobilisme ? On regardera naturellement tout ce qui est en train de se passer sur la réforme fiscale. Et puis, cette semaine avant Patrimonia, on fera le point sur les nouvelles offres de Novaxia. Jingle. Joachim Hazan, bonjour. Question toute simple. On sait que vous faites de l'immobilier. Quand vous entendez le président de la République expliquer que l'immobilier c'est catastrophique, que ça rime avec immobilisme, ça vous fait réagir? Il a toujours raison. Non. Non, bien sûr qu'il y a immobilier et immobilier, donc tout dépend effectivement si on s'intéresse à la catégorie d'immobilier qui consiste à acheter des immeubles de bureaux pour les louer. C'est un métier tout à fait différent de celui qu'on exerce chez Novaxia, non pas qu'il soit dénué d'intérêt, mais c'est le métier qu'on a inventé il y a 10 ans, ça s'appelle le capital développement immobilier. Capital parce qu'on lève des fonds, développement parce qu'il y a une action de transformation, de développement d'actifs et immobilier, puisque la matière première qui nous anime, c'est des immeubles de bureaux bruts, obsolètes, vacants. C'est des friches industrielles et si c'était un long fleuve tranquille et si jamais c'était une activité de rentier de les transformer, j'inviterais volontiers le président ainsi que le ministre de l'économie une journée avec nous chez Novaxia pour voir si c'est un long fleuve tranquille. Alors, Georges le disait il y a de cela quelques instants, vous avez fêté vos 10 ans récemment. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors, on a fêté effectivement nos 10 ans il y a quelques jours dans un lieu emblématique qui est le château Rothschild à Boulogne, qui est l'illustration de notre savoir-faire. 4 hectares de terrain au pied de Roland-Garros, quelques minutes de Roland-Garros et de la Porte d'Auteuil à Paris, avec un château classé monument historique de 2000 m². Et l'enjeu de ces 10 ans, ça a été d'inviter, on a reçu un peu plus de 500 personnes, dont évidemment des conseillers en gestion de patrimoine et des banques privées. Je leur ai d'ailleurs, dans le livre des 10 ans qu'on a édité, je leur ai dédié la première ligne de mes remerciements, puisque si nous en sommes aujourd'hui là où nous en sommes, sans fausse flatterie, c'est que des conseillers en gestion de patrimoine ont cru à Novaxia tout au début, et ça, nous, on ne l'oublie pas. Et donc nos 10 ans, on se retourne vers ces 10 ans écoulés et on voit que Novaxia a piloté un peu plus d'1,3 milliard d'euros d'opérations immobilières. D'accord, combien de projets ? Une cinquantaine de projets. Donc une cinquantaine de projets avec 1,3 milliard d'euros d'opérations immobilières. Un doublement de taille tous les ans. Donc depuis qu'on existe, on double de taille tous les ans. Force est de constater que ça répond bien à une demande du marché. Près de 9000 investisseurs, qui sont des investisseurs particuliers dans un premier temps, rejoints récemment par des investisseurs institutionnels, notamment tout le groupe BPCE avec les caisses d'épargne, la BRED et les banques populaires. Donc un parcours dont nous sommes fiers, que je dois aussi à toutes les équipes de Novaxia, aux conseillers en gestion de patrimoine, qui consiste à développer des projets immobiliers, de les transformer. Et la transformation d'actifs, c'est un vivier formidable de création de valeur. Alors, si on reste dans l'actualité, on a parlé des 10 ans,
il y avait le week-end dernier les Journées du patrimoine. Là aussi, vous avez ouvert l'hôtel Rothschild à Boulogne-Billancourt. On a deux photos, c'est l'état actuel et l'état en 1937. C'est quoi? C'est une ruine? Alors effectivement, dans l'annonce de vente, il était précisé à rafraîchir, puisqu'il y a effectivement... Petit rafraîchissement, pour être venu. Il y a effectivement plus de 20 millions d'euros de travaux sur le seul château. Mais c'est ça le capital développement immobilier, c'est une capacité à imaginer ce qui va se passer dans un lieu, de lui redonner de la valeur, de lui donner une seconde vie, de créer de la valeur pour les investisseurs. Alors effectivement, le château Rothschild, on s'est livré un petit exercice le temps que le projet se définisse, c'était de reconstituer avec une start-up qui s'appelle Eastovery. On a reconstitué les salons de James de Rothschild comme si on était en 1856, date de livraison et d'ouverture de ce haut lieu de la vie parisienne, puisque c'était un endroit où il y avait Frédéric Chopin qui donnait des cours de piano, il y avait tout on va dire, le monde culturel qui se rendait chez les Rothschild. Aujourd'hui, il y a des tags, ça a été squatté, et grâce à la magie de la technologie, on a pu donner accès à 1200 visiteurs lors des Journées du patrimoine. Ces 1200 visiteurs, ils ont pu, avec de la réalité augmentée, revoir les tapisseries, revoir les mobiliers, comme s'ils étaient en 1856 chez James Rothschild. Ok, on va sortir de l'actualité si vous voulez bien. J'aimerais comprendre votre fonctionnement, votre modèle. Vous nous dites, je fais du capital développement immobilier. Vous achetez quel type d'immeuble pour en faire quoi? Alors, dans un premier temps, capital développement immobilier, c'est 3 mots. Si on les dissèque capital, on lève des fonds. On lève des fonds auprès de particuliers à travers des consignations de patrimoine et on achète des immeubles qui sont en mauvais état, qui sont libres, qui n'ont pas de locataires depuis 2, 3, 4 ans, mais qui sont toujours bien situés. On les achète Bien situé, ça veut dire quoi? Bien situés, ça veut dire Paris, Grand Paris ou dans les 10 plus grandes métropoles régionales françaises. D'accord. En pratique, le où, aujourd'hui, vous investissez plutôt sur Paris ou 80% de nos opérations sont en Île-de-France, un petit peu de Lyon, un petit peu de Nice, un petit peu de Nantes. Voilà, c'est... Ok, bien situé, il y a des contraintes de proximité, de transport, ou finalement n'importe quoi à Paris peut vous plaire, ou à Paris ou dans le Grand Paris peut vous plaire. Alors, en fait, on a 3 critères d'investissement. Le premier, c'est une décote de 30%. On veut acheter des biens qui nous permettent de créer de la valeur, donc avec une plus-value potentielle. 30% de décote. On veut être à moins de 800 mètres du métro ou du RER pour se permettre d'avoir une valorisation qui va être à la sortie positive, donc vraiment avec des fonciers qui vont avoir une valeur et des scénarios de revalorisation qui vont être porteurs. Et enfin, le dernier critère, c'est au moins 1000 mètres carrés, puisqu'on travaille sur des typologies d'actifs d'une certaine taille pour créer de la valeur. Ok, donc ça, c'est on achète pour pouvoir créer de la valeur. La sortie, c'est quoi? Donc vous achetez, vous faites les travaux? Alors, on achète, on pilote, on est un assembleur de compétences. Évidemment que dans la quarantaine on est un peu plus de 40 chez Novaxia, donc dans les 40 collaborateurs, on a des gens qui viennent de chez Bouygues Construction, de chez Vinci, de chez Eiffage. Et l'idée, c'est de piloter, non pas, on n'a pas des marteaux et des pelles, mais on pilote les travaux. On a ce savoir-faire-là. Et on va donc piloter cette transformation. Donc un immeuble de bureau vétuste, prenons un exemple très concret si vous voulez bien, dans Paris 5e, on a acheté un immeuble de bureau entrepôt et un château monument historique. On a fait des gros travaux et on a transformé un immeuble qui était du bureau en hôtel de 169 chambres qui va être exploité sous forme d'hôtel de tourisme. Comment ça se passe, les relations, notamment avec les municipalités? On voit bien, par exemple, à Paris, il y a Anne Hidalgo qui nous dit on va augmenter, pour faire plus de logements, on va augmenter les transformations de bureaux en logements. Il y a des gens qui ne veulent pas... l'aménagement urbain est quelque chose d'important. Les relations avec les communes, pour vous, c'est quelque chose d'important? C'est fondamental, mais on s'inscrit, je dirais, c'est toujours plus facile de nager, entre guillemets, le vent dans le dos, c'est-à-dire d'avoir le vent avec soi. Donc l'idée, c'est tout simplement qu'on est dans l'esprit de ce que veulent faire les pouvoirs publics. Vous parliez d'Anne Hidalgo, elle a pris l'engagement de créer 250 000 m² de logements issus de la transformation de bureaux, mais elle n'est pas la seule. Aujourd'hui, on a 40 000 à Paris, 43 000 je crois. Effectivement, parce que c'est très complexe. C'est un savoir-faire d'artisan de transformer des bureaux. Il n'y a pas d'industriel sur ce créneau, parce que Novaxia est leader dans ce marché du capital développement immobilier, de la transformation d'actifs. Chaque immeuble est différent, c'est du sur-mesure, mais évidemment, tous les maires d'Île-de-France sont à la recherche de fabrication de logements puisqu'ils sont en pénurie. D'accord. Sur Boulogne, le maire vous a aidé? Bien sûr. Je crois même qu'on l'a en photo, le maire, On avec vous. l'a effectivement avec
On a une photo avec vous et la nuque du nouveau Monsieur Patrimoine d'Emmanuel Macron, autrement dit Stéphane Bern. On achète. On discute avec les municipalités dans le cadre de l'aménagement, on planifie les travaux et on finit par sortir. Tout à fait. Et après, on revend l'actif une fois que la valeur est créée. Donc on ne fabrique pas du rendement. De toute façon, aujourd'hui, le livret A est à 0,75%. Le taux d'assurance vie, on attend péniblement 1,50%. Notre conviction chez Novaxia, c'est que pour aller chercher de la création de valeur, aujourd'hui, le seul levier possible, c'est de la plus-value. C'est pour ça qu'on est capable d'aller créer de la valeur, puisqu'on va aller chercher de la plus-value issue de cette décote d'acquisition, transformation et de revente des immeubles une fois qu'ils sont complètement réhabilités. Donc vous n'êtes pas concurrent des SCPI qui distribuent des revenus trimestriels. Vous, votre objectif, c'est je rentre et je dois sortir avec une plus-value. On ne fait pas du tout le même métier que les SCPI. La preuve, les SCPI, on leur vend des actifs une fois que nos immeubles sont totalement réhabilités et on leur rachète des actifs quand ils sont en fin de vie, puisque les SCPI ne peuvent pas pour diverses raisons. Ce n'est pas leur savoir-faire, déjà en premier lieu, et puis il y a des raisons réglementaires qui font qu'elles n'ont pas comme propos de changer l'affectation, de rénover des actifs, de les réhabiliter de manière lourde. Donc on est précisément complémentaire des SCPI dans le sens où on est des relations de clients à fournisseurs. Aujourd'hui, vous faites plus des transformations de bureaux en habitation ou de bureaux en hôtel, bureau ou que sais-je? On fait ce qui fonctionne. C'est-à-dire que si vous êtes à Paris, dans le quartier latin, ou si vous êtes près d'une fac, ou si vous êtes au milieu d'une zone, on va dire, résidentielle, on n'aura pas la même approche. Je pense que la force de mes équipes, c'est d'aller à chaque fois chercher le meilleur scénario pour la meilleure valorisation. Vous faites combien de dossiers par an environ? On fait une douzaine de dossiers par an. D'accord. Et le tri se fait comment? Pour arriver aux 12, vous en avez 120, vous en avez plus, vous en avez moins? On reçoit 500 dossiers par an. Il y en a une très grande partie qui ne sont pas qualifiés parce que trop chers, parce que mal situés, parce que correspondant pas à nos 3 critères qu'on a évoqués, la décote d'acquisition, l'emplacement à moins de 800 mètres du métro et la taille. Et donc on va en rejeter une grande partie, on va en garder une trentaine. Et donc on va faire sur cette trentaine de dossiers qualifiés, on va en acheter 12. Ok. Georges, des questions sur le modèle économique sont vous arrivées. À la plupart des questions, les seules questions où les internautes sont peut-être c'est sur la revente. Ils disent que ce n'est pas dangereux de devoir obligatoirement revendre. Parfois, est-ce que vous ne vous retrouvez pas à revendre au mauvais moment? Et est-ce que vous avez un délai maximum pour revendre les biens? Alors, le capital développement immobilier, ça consiste à immobiliser son capital en contrepartie d'une plus-value. Donc, les fonds nous sont confiés sur une durée de 6 ans. Et je dirais qu'en ce moment, le marché de la revente, il est extrêmement porteur. On vend à des acteurs, des SCPI ou des OPCI qui ont fait des collectes records, on leur vend des actifs sur des taux de capitalisation qui sont extrêmement attractifs. Donc aujourd'hui, le problème n'est pas la revente, c'est plutôt le sourcing, c'est plutôt le sujet, c'est plutôt trouver les actifs plutôt que de les revendre. Donc ça, de ce point de vue-là, on est très serein. On a une autre question. C'est fini le modèle de transformation de bureaux en logement. On a le sentiment que le gouvernement nous dit qu'il faut faire baisser le prix des logements. Donc, on va baisser les loyers, on va baisser les coûts de construction, etc. Donc, vous qui gagnez de l'argent entre la différence entre le prix de sortie et le prix d'entrée, est-ce que ça risque que vous fermez le marché du logement? Alors, moi, je n'ai pas vu qu'il y avait une baguette magique qui allait faire en sorte que dans Paris, il y allait avoir des terrains disponibles d'un jour à l'autre. Ça serait vraiment formidable. Paris est essentiellement urbanisé, donc il n'y a plus de terrain disponible. La seule façon de créer des opérations, c'est de la transformation d'actifs existants. Et on a une chance en Île-de-France, c'est qu'on concentre le plus grand pôle de bureaux en Europe, 53 millions de mètres carrés, devant Londres, devant Milan, devant Francfort. Et sur ces 53 millions de mètres carrés, vous en avez 50%, c'est-à-dire la moitié, qui ont 26 millions, qui ont, eux, plus de 30 ans, qui ont été construits dans les années 80. Or, un immeuble, ça vit 30 ans. Donc le gisement, il est loin d'être épuisé. Ce qui peut se passer, et là, je veux dire, on restera fidèle à nos principes, de ce meilleur scénario. Ce qui peut se passer, c'est que le logement ne sera pas forcément le meilleur scénario. Peut-être que tout d'un coup, l'hôtel, on vient de gagner les Jeux Olympiques, ça va créer aussi un appel d'air sur le tourisme, qui il y a quelques années était sinistré. Là, c'est l'euphorie. Donc, Là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on est ultra pragmatique. Moi, je dis qu'à partir du moment où votre immeuble, il est bien situé, que vous pouvez appeler ça résidence de tourisme, vous pouvez appeler ça résidence senior, hôtel, logement. À partir du moment où vous avez une position foncière qui a du sens, qui a été achetée selon des critères sains, la plus-value, elle est à la clé.
pour résumer donc votre réponse à cette première question, immobilier n'est pas égal à immobilisme, surtout lorsque l'on fait du capital développement immobilier. Tout de suite, la suite. Question patrimoine avec Joachim Hazan, le président et fondateur de Novaxia, pour parler du sujet d'actualité, la réforme fiscale. Alors, vous nous avez expliqué que votre mission, c'était de faire du capital de développement immobilier, c'est-à-dire de transformer des biens que vous achetiez peu cher, de faire les travaux pour les revendre avec une plus-value. Ça, vous le faites dans des cadres fiscaux qui, pour les investisseurs, sont des cadres fiscaux différents. Oui, quand vous dites différents. C'est-à-dire qu'il y a différents types de produits qui correspondent à des enveloppes fiscales différentes. Tout à fait. Alors en fait, le capital développement immobilier, c'est le seul et unique métier de Novaxia, mais il est décliné sous différentes enveloppes. Alors, on a commencé notre développement sur des thématiques ISF. Et puis, sachant que l'ISF avait forcément, on annonce la fin de l'ISF depuis chaque année, moi, quand j'en vois la loi de finances, on me dit que c'est la bonne. Cette fois-ci, ça a l'air bien parti, mais en tout cas, on prépare depuis des années d'autres leviers. Donc ça, c'était la gamme IMO Opportunité. Voilà, Novaxia IMO Opportunité, c'est l'ISF. On en est à la 6e mouture. Il n'y en aura peut-être pas de 7e, mais en tout cas, on en est à la 6e opportunité, 6e année avec l'impôt sur le revenu et l'ISF. À côté de ça, vous avez les véhicules dits PEA. Donc là, l'intérêt, c'est de mettre de l'immobilier dans son PEA. Ça, c'est la gamme IMO Club. Absolument, Novaxia IMO Club. Vous avez également les FPCI. À partir de 100 000 € d'investissement, ça, c'est la gamme Novaxia IMO Évolution. Et voilà, j'ai fait le tour. Après, c'est des produits institutionnels qui sont des produits qui sont ouverts à des grands institutionnels. Ok, donc là, on voit bien la gamme, on voit bien les régimes fiscaux. Donc, on va maintenant rentrer dans l'actualité, puisqu'on a Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui, dans une interview aux Échos, nous a annoncé, grosso modo, qu'il fallait encourager les gens qui prenaient des risques, etc. Nous voulons récompenser ceux qui prennent les risques. Ça, c'est le gros titre de l'interview. Puis, dans l'interview, il y a, en revanche, la réduction d'impôts de ceux qui prennent des risques et qui veulent réduire leur ISF. Eh bien, c'est terminé. C'est pénalisant pour vous, ça, ou pas? Alors, j'ai commencé à vous répondre il y a quelques instants. En fait, on se prépare à cette éventualité depuis plusieurs années, puisque notre fonds PEA, qui est notre relais, c'est un fonds on a obtenu notre visa AMF hier soir, Novaxia IMO Club 4, et c'est un fonds qui, la collecte ISF chez nous, est minoritaire par rapport à la collecte non ISF. Donc je dirais que évidemment ça a un impact, mais l'impact on le prépare depuis de nombreuses années et on a chez nous des véhicules qui sont des véhicules tout simplement des véhicules où l'investisseur vient chercher de la plus-value indépendamment de tout levier fiscal. En pratique, vous me dites ça, il y a pour autant un fonds qui existe aujourd'hui, qui a existé en collecte ISF, qui continue de vivre en collecte hier. Les objectifs de collecte c'était 60 millions, à date je crois qu'il doit y avoir 33 millions. Vous vous dites que vous arriverez à 60 ou pas? Après, c'est une collecte qui est sur l'impôt sur le revenu, qui n'est pas une collecte sur l'ISF. Donc, on a calibré le montant pour être, oui, tout à fait, en ligne avec nos objectifs. Mais ça ne sera pas de l'ISF, ça sera de l'IR. Ok. Deuxième question que tout le monde se pose. On nous explique qu'il y a tous les débats autour de l'IFI. On va taxer l'immobilier puisque le président de la République n'aime pas ça. Donc hier, on a vu Arnaud de Wachter, le délégué général de l'ASPIM, qui nous a dit, selon toute vraisemblance, au PCI et CPI, ça sera dans l'IFI, y compris quand c'est dans un contrat d'assurance vie. Vous, vos offres, elles sont ou elles ne sont pas dans l'IFI? Alors, je dirais que si le législateur fait bien son travail, elles seront, avec tout ce que je viens de vous évoquer, exclues du dispositif IFI. Maintenant, je vais rester très prudent sur ce sujet puisque les arbitrages, on ne les connaît pas encore. Alors, il y a des premières nouvelles ce matin, mais il faut attendre la loi de finances pour y voir clair. Moi, je souhaite quand même malgré tout bien du courage aux législateurs parce que faire le tri dans tout ça, ça ne va pas être simple. Donc, il va falloir vraiment porter attention à ce qui va être fait. Nous, le capital développement immobilier, c'est de la transformation, c'est des impacts sociétaux, c'est 200 emplois, par exemple, sur l'hôtel flottant qu'on a, le Off Paris Seine. C'est plus de 200 emplois qui ont été créés sur ce premier hôtel sur la Seine. Donc, je pense que loin d'un sujet de rente, notre approche de l'immobilier, c'est une approche créatrice d'emplois. De notre lecture des choses, c'est qu'on sera exclu du sujet. Ok, autre question, là encore sur la réforme fiscale. On a beaucoup parlé de la flat tax.
Bonne nouvelle pour certains parce que ça baisse la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers. Mais mauvaise nouvelle, nous disent aussi certains, en particulier pour le PEA, parce que finalement, des gens qui détiennent des titres sur un compte titre ordinaire vont voir leur fiscalité baisser fortement. Et puis les gens qui détiennent en PEA vont voir leur fiscalité augmenter à cause de la hausse de la CSG. Le PEA reste encore une bonne enveloppe pour vous, ou est-ce que vous êtes attentif à vous dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des abattements par durée de détention qui pourraient nous aider? Alors, moi, je fais un calcul qui est d'une simplicité déconcertante, c'est que entre 30% et 15,5 ou 16 ou 17, je préfère 15,5 ou 16 ou 17 que 30. Après, là encore, on ne connaît pas les derniers ajustements qui vont être faits. Même le contour de cette flat tax n'est pas tout à fait clair, mais moi, je pense qu'à un moment donné, payer des impôts, c'est normal quand on crée de la valeur et quand on gagne des sous. Donc 15,5% de fiscalité ou 16% au pays classe CSG sur de l'immobilier, à l'heure justement où le gouvernement veut fiscaliser l'immobilier, c'est plus que confortable. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans le raisonnement. Georges, des questions sur la fiscalité? Oui, enfin, c'est vraiment la question, c'est presque en transition que la partie suivante, c'est de dire finalement, à cause de la fin de l'ISF et modification de l'IR, est-ce que du coup, vous allez lancer de nouveaux produits, peut-être PEA ou autre? Alors bien sûr, on a des investisseurs institutionnels qui ont, vous savez que les investisseurs institutionnels, ils n'ont pas d'aide fiscale, puisqu'ils ne payent pas d'ISF et ils n'ont pas de PEA, surtout quand la BPCE fait un chèque de 20 millions pour investir dans un fonds de Novaxia, elle n'a aucun levier de tout ça. Moi, je pense que, évidemment, Novaxia, son futur cheval de bataille, c'est le PEA. D'accord, donc là vous êtes quand même en train de nous dire, le premier message que vous êtes en train de nous dire, c'est on est en mesure d'afficher des niveaux de rentabilité qui satisfassent des investisseurs sans même avantage fiscal. J'ai envie de dire, c'est l'épreuve, c'est la vraie vie de pouvoir faire des performances sans avantage fiscal. Moi j'en veux pour preuve le développement de la clientèle particulière via les constitutions de patrimoine, pour nous, elle est stratégique. Maintenant, ce que je fais toucher du doigt à ceux qui nous écoutent, c'est que quand BPCE met 20 millions d'euros pour des investissements sans aucun levier fiscal, je suis convaincu que des particuliers qui investissent chez nous n'ont plus ce seul motif. Il ne faut pas se leurrer, il y a 7 ou 8 ans, quand on a commencé, le levier fiscal, c'était une façon de nous tester avec un matelas de sécurité. On a fait nos preuves. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller vers des vrais placements qui n'ont pas forcément du levier fiscal. Alors on sait que les CGP, les avantages fiscaux, ça les aide à vendre. Est-ce que finalement, dans ce que vous êtes en train de me dire, vous n'êtes pas en train de me dire, bon, finalement, on va un peu abandonner les CGP, puisque l'État ne va pas trop nous aider avec les avantages fiscaux, et puisque maintenant on a fait nos preuves et que les institutionnels sont prêts à nous suivre, pourquoi pas faire des gros tickets avec des institutionnels que de faire des petits tickets avec des CGP? On a plusieurs CGP qui font la remarque, effectivement. Oui, alors je viens de vous dire précisément l'inverse. Si on doit réécouter ce que je viens de dire il y a quelques secondes, j'ai pris le soin de vous préciser que chez nous, la collecte auprès des constitutions de patrimoine, des banques privées et des particuliers, c'est de là où on vient, et on ne l'oublie pas. On les a remerciés chaleureusement lors de nos 10 ans, et pour nous, c'est un des sujets stratégiques. Pourquoi? Pour un sujet tout bête, c'est qu'un institutionnel, ça serait que mettre tous ces œufs dans le même panier, d'avoir qu'une clientèle institutionnelle. Nous voulons nous diversifier notre clientèle et donc nous voulons maintenir et justement au contraire montrer aux CGP que grâce à eux on est arrivé là, mais que vu qu'il y a des investisseurs institutionnels qui prennent le relais, maintenant on n'a pas d'inquiétude à aller lever de l'argent sans carotte fiscale. Et c'est d'ailleurs un des sujets de la profession, il ne faut pas se leurrer. La profession de CGP, elle est en train, tout comme beaucoup de métiers, d'être révolutionnée par le fait qu'il y a la transparence, par le fait que les clients sont de mieux en mieux informés, et tant mieux, et par le fait qu'on va être de plus en plus enclin à vendre des produits qui seront bons par nature et pas parce qu'ils auront la carotte fiscale. En tout cas, c'est le message que nous envoie le gouvernement. Ok, est-ce que vous pourriez un beau jour être référencé dans des contrats d'assurance vie? Alors, pourquoi pas? C'est des discussions qu'on a en cours. Maintenant, par construction, notre produit, c'est un produit de plus-value. Et sur les leviers qu'on a sur le PEA, sur les comptes titres, on a moins de frais que sur l'assurance vie, puisqu'on n'a pas l'enveloppe coûte moins cher. Donc, on n'en ressent pas le besoin compte tenu des succès de collecte qu'on a aujourd'hui. Ok, si je résume en 2 mots, vous êtes aujourd'hui le plus grand défenseur de la place du PEA. On peut dire ça, on peut dire que… Mais rendez-vous compte, il y a 4,5 millions de PEA en France aujourd'hui. Il y en avait 7 millions en 2000. L'encours moyen, c'est 10 000 euros. Et les particuliers, ils ont été échaudés
parce qu'ils ont été en bourse, ils ont bu la tasse. Et donc, mettre de l'immobilier dans son PEA, c'est avoir un rendement relativement attractif, c'est-à-dire celui que vise Novaxia, entre 6 et 8% par an, preuve par l'exemple et preuve par l'historique, avec une fiscalité qui est celle de la CSG-CRDS. On aurait tort de s'en priver. Sachant que vous êtes éligible au PEA, c'est-à-dire l'enveloppe 150 000 euros, mais aussi au PEA-PME. Alors, on a 2 leviers de collecte et les conseillers en gestion de patrimoine, je vois qu'ils développent beaucoup cet axe de communication. Ils peuvent aller conquérir des PEA parce que peu de clients, in fine, savent qu'on peut mettre de l'immobilier dans le PEA. Donc, c'est un outil de conquête. Aujourd'hui, le CGP, il a besoin de se différencier. La banque privée, elle a besoin de se différencier et d'aller voir son client en disant « Est-ce que vous saviez qu'on pouvait mettre de l'immobilier dans son PEA ?» C'est un facteur distinctif. Et je pense que c'est un facteur de fidélisation de clientèle pour les conseillers. C'est bien noté. Tout de suite, la dernière ligne droite de notre émission Jingle. À une semaine de Patrimonia, donc question patrimoine avec Joachim Hazan, fondateur et président de Novaxia. On va faire le point sur votre offre. Et puis, je le disais en introduction, nous sommes aujourd'hui dans l'actualité. Vous avez obtenu un tampon de nos amis de la place de la Bourse hier soir pour un nouveau produit? Oui, effectivement. Donc, on a eu hier soir le visa pour notre offre qui s'appelle Novaxia Immo Club 4. Comme son nom l'indique, c'est la 4e mouture de notre offre immobilière qui permet de loger du capital développement immobilier ou de l'immobilier dans son PEA. Ok, donc ça c'est l'offre PEA. Il y a 2 offres autres qui existent encore et qui vont vivre jusqu'à la fin de l'année et jusqu'après? Tout à fait. Donc, notre offre, je dirais, PEA, c'est celle qui aujourd'hui représente le plus de collecte dans notre activité, au-delà de l'ISF, au-delà des autres offres. Et on a 2 offres qui sont complémentaires. C'est une offre à l'impôt sur le revenu, donc Novaxia Immo Opportunité 6, qui collecte sur l'impôt sur le revenu jusqu'au 31 décembre. Donc l'avantage sur l'impôt sur le revenu, c'est une réduction d'impôt de 18% de l'investissement. Tout à fait. 18% de l'immobilier parisien avec 18% de réduction d'impôt. Et enfin, le dernier levier, la dernière enveloppe, c'est Novaxia Immo Évolution, qui est un FPCI qui s'adresse à des investisseurs dits professionnels, donc avec des tickets d'investissement de 100 000 euros et qui, lui, même principe, c'est du capital développement immobilier, mais c'est à destination d'investisseurs qui sont capables de mettre plus de 100 000 euros. Ok, j'ai bien compris votre système. Je suis un investisseur, donc ça c'est le mot capital. Je vous confie de l'argent et puis vous, avec la logique de développement, vous achetez un bien qui vaut pas cher, plutôt bien situé, vous le restructurez, vous organisez les travaux et in fine, vous finissez par le vendre. Question aujourd'hui, si je vous confie de l'argent, vous allez acheter quoi? Vous avez déjà des choses dans les tuyaux? Il y a déjà des biens? Qu'en est-il? Alors, on a régulièrement un pipe. Donc là, aujourd'hui, on a un peu plus de 500 millions d'euros d'immeubles en cours de discussion exclusive ou en discussion avancée. Donc, de toute façon, chez Novaxia, vous voyez qu'on est un acteur raisonnable puisqu'on lève systématiquement nos fonds en fonction des actifs qu'on a potentiellement en vue. Donc, on ne fait pas des fonds d'1 milliard, on fait des fonds de quelques dizaines de millions d'euros. Notre métier, c'est un métier de sur-mesure, d'artisan, et à chaque fois, on a un pipe d'immeubles, donc un carnet d'immeubles à venir, avant de monter des fonds. J'ai une photo pour vous. On va la voir de suite. Où est-on là? Alors là, on est situé donc à Alfortville, à un peu moins de 400 mètres du RER. Et on a acheté à la SNCF, enfin nos investisseurs, quand je dis on, c'est nos investisseurs, le fonds Novaxia Immo Opportunité 6 notamment, celui dont on vient de parler, il a acheté 3 hectares de terrain à la SNCF. Et ces 3 hectares de terrain, c'était une ancienne ferraille, des locaux ferroviaires. Et l'idée, c'est d'acheter ces locaux, cette parcelle, 3 hectares, c'est une parcelle relativement vaste, et de la transformer en 25 000 m² de logement. Pour vous donner un ordre de grandeur, 25 000 m² de logement, pour représenter ce que ça veut dire 400 logements. Et donc, on a obtenu l'accord de la mairie d'Alfortville pour faire évoluer ce site, qui est pas très réjouissant pour la mairie, c'est une friche industrielle ferroviaire. Mais pour nos investisseurs, c'est la potentialité de créer de la plus-value puisqu'on a acheté cette parcelle des côtés, on la transforme en y posant des autorisations de construire et derrière, on va faire 400 logements. Et là, votre logique, ça sera de vendre à un institutionnel ou ça sera de vendre de la découpe à des particuliers en direct? Alors là encore, on sera très opportuniste.
vu l'ampleur du dossier, évidemment, il y aura une grosse partie, au moins la moitié, qui sera vendue en bloc. Et le reste, en fonction de l'évolution du marché de vente de logements en accession ou en Pinel, parce que c'est une zone Pinel, on vendra potentiellement l'autre moitié à la découpe. Georges, il nous reste encore quelques instants. Des Oui, questions. il y a juste une question qui est récurrente, c'est comment vous gérez la liquidité en cas de problème pour un investisseur sur un de vos produits et comment est-ce qu'il peut sortir avant les 6 ans? Alors malheureusement, chez Novaxia, on n'a pas de baguette magique. Donc on ne sait pas faire du sans risque et on ne sait pas donner une liquidité quotidienne parce que la contrepartie de la rémunération qu'on donne à nos investisseurs, c'est 6 ans. Donc ils nous confient les fonds pendant 6 ans. On a une poche de liquidité de 10% sur certains de nos véhicules, mais qui est exclusivement réservée à des gens qui ont des accidents de la vie, qui doivent absolument récupérer leurs fonds. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Novaxia, on nous confie l'argent pendant 6 ans et rendez-vous dans 6 ans avec une plus-value. Le reste du temps, on n'a pas de liquidité, on n'a pas de rendement de garantie et on sait créer de la valeur par le jeu de la plus-value, de la transformation d'actifs. Mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Merci beaucoup Joachim Hazan, c'était Question Patrimoine, le chat vidéo Club Patrimoine ActuSite. Georges, un petit mot de conclusion? Oui, un petit mot de conclusion, c'est que nous allons nous quitter pour un petit bout de temps, parce que la semaine prochaine, nous serons tous à Patrimonia, donc on se verra différemment, et on se retrouve dans 15 jours, si je ne dis pas d'erreur. Eh bien en tout cas, le message c'était que la semaine prochaine, on vous retrouvera, mais ce sera non pas en direct à travers un écran d'ordinateur, mais ce sera en live dans les couloirs de Patrimonia. Joachim Hazan, merci à vous d'avoir été des nôtres. Bon placement, bons investissements à vous tous. À la prochaine. Salut.